Quel est le statut juridique de ces lois fondamentales? Est-ce qu'elles sont constitutionnelles ou non? Et surtout, est-ce que la Cour suprême peut s'arroger le droit d'exercer ce qu'on appelle un pouvoir de contrôle de constitutionnalité? Eh bien ça, c'est une question qui est tout à fait contestée au sein même d'ailleurs de la Cour suprême. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Pierre Lursa. Pierre, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous êtes juriste et que vous êtes entre autres le traducteur de la biographie de Ze'ev Jabotinsky et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier c'est les mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain. J'espère que dans quelques instants on aura à l'image la couverture de cet ouvrage. C'est un ouvrage, voilà, il est là, cet ouvrage qui est paru récemment. On va parler avec vous de deux sujets qui ont attrait à la Cour suprême israélienne qui, on va dire, s'est mêlée de deux dossiers important ces derniers jours. Le premier, eh bien, c'était la fameuse loi sur l'État-nation, en rejetant d'emblée l'ensemble des recours qui avaient été déposés par des organisations, des ONG de la gauche, voire de l'extrême gauche israélienne, du parti Meretz également, en affirmant que finalement cette loi, eh bien, elle n'était pas discriminatoire, elle ne discriminait pas elle ne faisait aucune distinction entre les différentes composantes communautaires dans l'État d'Israël. Et puis la décision de la Cour suprême de reconnaître, on va dire, la GPA. Et c'était avant-hier, deux décisions qui vous ont, on va dire un petit peu contrarié. Alors d'abord, expliquez-nous quelle est votre position par rapport à la loi sur l'État-nation. C'est important parce que cette loi, on a du mal à bien cerner la position de la Cour suprême par rapport à cette loi. Oui, alors effectivement, on a pu penser que la Cour suprême avait apporté un épilogue positif dans cette longue saga judiciaire de la loi État-nation qui avait été votée en 2018. Effectivement, la première réaction, c'est de se dire, eh ben, tant mieux, la Cour suprême a décidé que c'était pas une loi d'apartheid, comme l'ont dit les ennemis d'Israël, et y compris au sein d'ailleurs de la société israélienne. Et finalement, si on y réfléchit un petit peu plus en profondeur, et c'est intéressant de rapprocher de ce point de vue les deux décisions de la Cour suprême qui ont été prises dans l'espace de moins d'une semaine, c'est que finalement, la Cour suprême s'est réservé le droit de critiquer et d'invalider une loi fondamentale. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est pas tant le fait qu'elle ait validé la loi Israël-État-nation que le fait que la Cour suprême s'arroge le droit de dire est-ce qu'une loi fondamentale est constitutionnelle ou non, alors qu'en Israël, nous n'avons pas de constitution, justement. Et la présidente de la Cour suprême, dans sa décision, a dit cette loi fait partie, est un chapitre de la future constitution de l'État d'Israël. Mais cette position, c'est elle qui le dit, je dirais, c'est son point de vue personnel. C'est arbitraire, c'est arbitraire. Rien ne permet de l'affirmer. Le fait même qu'il existe des lois fondamentales en Israël, ça, évidemment, c'est une réalité incontestable. Mais quel est le statut juridique de ces lois fondamentales? Est-ce qu'elles sont constitutionnelles ou non? Et surtout, est-ce que la Cour suprême peut s'arroger le droit d'exercer ce qu'on appelle un pouvoir de contrôle de constitutionnalité? Eh bien ça, c'est une question qui est tout à fait contestée au sein même d'ailleurs de la Cour suprême, puisque un des juges qui a voté avec la majorité de 10 contre 1, le juge David Mintz, a précisé qu'à ses yeux, la Cour suprême n'avait pas le droit d'invalider une loi fondamentale. La Cour suprême s'est arrogé ce droit de manière tout à fait avec beaucoup d'arrogance, n'est-ce pas? Elle l'a arrogé avec arrogance, et c'est justement là le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est est-ce que la Cour suprême finalement doit être l'arbitre ultime dans toutes les questions de société en Israël. Et donc, vous dites que le moment venu, si un jour on devait instaurer une forme de constitution, la Cour suprême ne pourrait pas avoir son mot à dire. Eh bien, en fait, la question est complexe parce que c'est une question qui remonte au tout début de l'État. Oui. Mais si vous voulez, pour la résumer de manière très simple, pourquoi nous n'avons pas de constitution en Israël? Eh bien, pour la simple raison que toute constitution, au-delà même de la forme juridique, de l'instrument juridique qu'elle représente aussi un consensus social sur des questions qui sont controversées. Et en Israël, ce consensus n'existe pas, justement. Et il n'existe pas à la fois sur des questions comme celle
justement sur la question de la GPA. C'est un très bon exemple parce que c'est précisément, on est au cœur, je dirais, du débat et du désaccord qui existe en Israël. Est-ce qu'Israël doit être un État occidental dans lequel il faut promouvoir à tout prix les droits des communautés, de ce qu'on appelle la communauté LGBT? Est-ce qu'on doit être en pointe dans ce domaine comme on l'est actuellement? Parce que je rappelle qu'en France, la GPA, telle que vient de la valider la Cour suprême, est interdite. Ou alors, est-ce qu'Israël doit, au contraire, être un État plus conservateur et défendre une conception plus traditionnelle de la famille au nom notamment du judaïsme? Et ça, on est au cœur d'un débat sociétal qui ne peut pas être tranché par une décision de la Cour suprême. C'est un débat, et précisément, je dirais, si nous n'avons pas de constitution jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après la création de l'État, et si des questions comme celle de la GPA n'ont pas pu être tranchées jusqu'à aujourd'hui, c'est précisément parce que le consensus fait défaut. Alors pourquoi la Cour suprême devrait prendre parti dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, finalement en s'arrogeant ce droit exorbitant, cette compétence exorbitante d'être l'arbitre suprême et d'être celle qui va fixer les normes sur des questions aussi délicates et aussi essentielles. Parce que dans le débat sur la GPA, ce qui est en jeu, ce n'est pas, contrairement à ce que disent beaucoup de médias, ce n'est pas seulement le droit des couples homosexuels, c'est l'image même de notre pays. C'est une question aussi fondamentale que celle de la filiation, l'image de la famille, le statut parental. Ce sont des questions qui touche à l'essence même d'ailleurs des valeurs juives. Donc, quel que soit l'avis personnel qu'on puisse avoir sur cette question, je crois qu'il est tout à fait exorbitant, c'est tout à fait incongru que la Cour suprême s'arroge ce droit de dire finalement quel doit être le caractère, la position officielle de l'État d'Israël sur ce sujet, alors qu'il n'existe aucun consensus sur ce sujet. Est-ce exact de dire que la Cour suprême, sous la présidence d'Esther Hayut, adopte une tactique, on va dire, plus habile que ses prédécesseurs, au lieu de rentrer, de trancher dans l'art et de frapper directement, elle contourne les problèmes de manière beaucoup plus habile, mais elle redéfinit très clairement le rôle de la Cour suprême, justement dans le façonnement de cette future constitution israélienne? Moi, je crois que la juge Esther Hayut est tout à fait dans la lignée du juge Aaron Barak, c'est-à-dire que exactement de la même façon que le juge Barak, si vous voulez, il y a deux choses différentes, et c'est peut-être ce qui crée la confusion dans l'esprit de certains, c'est que d'un côté, effectivement, elle a validé la loi Israël-État-nation, donc on pourrait se dire, la Cour suprême, finalement, confirme le caractère juif et sioniste de l'État d'Israël. Mais ça, ce n'est que l'apparence, parce que derrière cette apparence, la Cour suprême, premièrement, se réserve le droit, le moment venu, d'invalider une loi fondamentale et donc d'aller dans l'autre sens, parce que la Cour suprême, elle ne tranche pas toujours dans le même sens, effectivement. Je dirais même une horloge arrêtée, elle donne l'heure deux fois par jour, n'est-ce pas? Eh bien, la Cour suprême, sur la loi Israël-État-nation, effectivement, en apparence, elle a dit quelque chose de vrai, dont on ne peut que se féliciter, mais en même temps, elle poursuit sur la lignée activiste du juge Aaron Barak, c'est-à-dire en disant que c'est elle qui doit trancher les débats fondamentaux, c'est elle l'arbitre suprême des questions sociétales, des questions politiques les plus controversées en Israël, et de ce point de vue, on est en plein dans la ligne activiste du juge Aaron Barak qui avait été instaurée au début des années 90 lors de la révolution constitutionnelle, et de ce point de vue, la juge Esther Hayut n'est pas du tout plus modéré que le juge Barak. Et la ligne opposée au sein de la Cour suprême, c'est-à-dire celle du juge David Mintz, est tout à fait minoritaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que peut-être avec le changement de pouvoir aujourd'hui, l'arrivée d'un autre pouvoir que celui de Binyamin Netanyahou, qui était, on le sait, très hostile à toutes ces réformes, est-ce que ça peut peut-être atténuer l'activisme juridique de la Cour suprême ? J'ai plutôt le sentiment contraire, c'est-à-dire que d'ailleurs Benjamin Netanyahou était très prudent sur ces questions pour toutes sortes de raisons, mais on peut pas dire non plus qu'il était un adversaire résolu de la Cour suprême et de la ligne activiste. J'ai plutôt l'impression que la Cour suprême va se penser qu'elle a le vent en poupe, précisément parce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs un gouvernement qui lui aussi est un petit peu à l'instar de cette vision post-sioniste et post-moderniste dans lequel ce qui compte c'est les droits de chaque individu, les droits de chaque communauté, et il n'y a plus aucune vision centrale qui fédère. On est plutôt, je dirais, dans une configuration politique qui va encourager la Cour suprême à aller encore plus loin dans cette ligne activiste et à s'instaurer de plus en plus comme l'arbitre suprême des questions de société. Et d'ailleurs, ce d'autant plus que ce gouvernement hétéroclite
n'a lui-même pas de majorité sur ces questions, puisque si c'était le gouvernement qui devait trancher, par exemple, sur la GPA, évidemment, avec le parti islamiste en son sein, il n'aurait pas pu prendre une décision comme celle qu'a prise la Cour suprême. Alors, vous êtes préoccupé par l'avenir, Pierre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a moyen aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, y compris peut-être avec des gens comme Ayelet Shaked qui était monté au créneau à l'époque et qui est tout de même dans le gouvernement, qui devrait être ministre de la Justice dans 2 ans, avec un Guidon Sarr qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Vous pensez qu'il y a un moyen quelconque d'atténuer, on va dire, cette tendance ? Je dois dire que je n'ai pas de grands espoirs dans Ayelet Shaked, et d'ailleurs je ne sais pas si ce gouvernement va tenir jusqu'à encore pendant 2 ans, on peut en douter, mais je crois surtout que c'est une question cruciale qui nécessiterait de faire l'objet d'un débat public, d'un véritable débat public, parce que jusqu'à aujourd'hui, la compétence d'être une cour constitutionnelle, la compétence de la Cour suprême, de trancher des débats aussi essentiels, aussi délicats, eh bien, n'a jamais été soumis à un débat public. Aucun vote de la Knesset. Si vous voulez, on est vraiment dans le putsch judiciaire qui avait été entamé par le juge Aaron Barak dans les années 90, et on est toujours dans la suite de cette histoire tout à fait incroyable. Il n'y a aucun pays au monde dans lequel une Cour suprême s'est arrogée des compétences aussi importantes sans avoir aucune base juridique pour le faire. Rien ne l'autorise dans la loi israélienne telle qu'elle existe aujourd'hui. Il n'y a aucune mention, aucune loi qui autorise la Cour suprême à s'instituer en conseil constitutionnel, en cour constitutionnelle et en arbitre suprême dans les questions les plus débattues au sein de la société israélienne. Eh bien, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur votre ouvrage. Dites-nous un mot sur votre dernier ouvrage qui est paru récemment, n'est-ce pas, Pierre ? Oui, ce livre qui vient de paraître, les mythes de l'antisionisme contemporain, les mythes fondateurs, c'est une analyse du discours antisioniste et de l'idéologie antisioniste à travers ses principaux mythes qui sont le mythe de la Nakba, le mythe de l'Israël État d'apartheid, le mythe du Shoah business, et aussi le mythe de l'invention du peuple israélien souffrant. Donc je dirais, c'est le cœur de l'idéologie antisioniste que j'analyse et dont je montre finalement les fondements, les soubassements à la fois historiques et idéologiques. Et évidemment, je dirais que c'est un sujet qui concerne à la fois le débat public, par exemple en France, on a vu un ministre des Affaires étrangères prétendre qu'Israël était un État d'apartheid, mais c'est aussi un sujet qui concerne le débat intérieur en Israël, puisque en Israël même, nous avons des partis politiques aujourd'hui qui sont représentés au gouvernement qui prétendent qu'Israël est aussi quelque part un État d'apartheid, qu'Israël devrait devenir l'État de tous ses citoyens, donc qui contestent finalement l'idée même d'un État juif au nom d'une idéologie antisioniste. Eh bien, Pierre Lursa, merci, Maître Pierre Lursa, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de commenter sous un angle qui est intéressant également ces décisions de la Cour suprême sur la loi Israël, la loi sur l'État-nation et sur la GPA, 2 dernières décisions à controverser de la Cour suprême. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous.